Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors, il y a toujours quelques retardataires, donc je démarre. Et donc le sujet d'aujourd'hui, de cette conférence, on fait donc tous les mois, depuis déjà plus de 2 ans, une conférence sur le coaching d'équipe, en essayant de varier un petit peu les sujets, des fois des sujets un peu techniques, des fois des sujets plutôt business, des sujets un peu prise de hauteur. Aujourd'hui, on est sur un outil, sur une pratique que je vais partager avec vous. Alors évidemment un peu rapidement et du coup je ne vais pas perdre de temps parce que c'est assez dense. On n'a que 3 quarts d'heure, mais une pratique qui nous paraît être vraiment un outil gagnant de la vente du coaching d'équipe, parce que le coaching d'équipe, c'est bien de maîtriser, mais c'est bien d'en vendre aussi. Et donc aujourd'hui, on va allier un petit peu les deux aspects, l'aspect échange de pratiques et puis l'aspect vente du coaching d'équipe au travers de cet outil que nous utilisons et qui s'appelle le diagnostic systémique. Voilà. Alors, le temps que les derniers se connectent, ça m'intéresse parce que comme on a changé un petit peu de méthodologie pour inviter les gens à ces webinaires, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez, vous, aujourd'hui, en vous connectant? Alors, j'ai déjà fait ma préparation, donc je ne pourrais pas forcément en tenir compte de manière orthogonale aujourd'hui, mais ça va nous intéresser pour les prochaines de savoir ce qui vous a donné envie de vous connecter aujourd'hui. C'est l'occasion aussi de se saluer de manière plus personnelle. Ok, donc Sophie, c'est sur justement un sujet technique. Les éléments de langage pour ma hiérarchie, intéressant. Qu'est-ce que Jean-Luc, vous pourriez me préciser ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que je lis d'autre? Pour l'instant, beaucoup de bonjours, ce qui est déjà super. Quels outils vous proposez en coaching systémique? Donc là, on est bien dans le sujet, hein, puisqu'on va partager un outil, donc ce ne sont pas tous les outils, parce qu'il y en a toute une palanquée. En quoi la systémie est-elle à améliorer les cadrages? Donc là, on va être dans le sujet, le diagnostic utilisant les 4 énergies, on va être dans le sujet aussi. Exceller, bon, on va s'y attacher. Coaching individuel. Implanté dans la... D'accord, ok, très bien, je comprends beaucoup mieux. Merci Jean-Luc de la précision. Et oui, c'est intéressant d'ailleurs parce que j'ai rencontré, enfin j'ai échangé longuement avec une coach interne la semaine dernière. Et effectivement, c'est marrant parce qu'effectivement, le coaching individuel se développe pas mal en coaching interne, mais pas forcément le coaching d'équipe. Pierre me dit qu'il est curieux dans l'état lieu avant les coachings, puis en fait, oui, je pense qu'effectivement, vous allez retrouver des éléments tout à fait. C'est pas un outil, d'ailleurs, aucun outil n'appartient à personne. Hein, chacun pousse la roue à laquelle il a été formé, et puis en poussant la roue, ça amasse de la mousse nouvelle, et puis ça en laisse tomber. Donc, je pense que vous découvrirez la couleur avec laquelle nous utilisons cet outil. Mais nous-mêmes, Paul Deveau et moi-même, nous sommes formés à d'autres sources d'inspiration, dont celle d'Olivier de Villard, avec lequel on a bossé longtemps, plusieurs années, et aussi beaucoup auprès d'Alain Cardon. Voilà. Allez, on y va, parce que comme je vous le disais, le programme est un petit peu dense. Alors déjà, les diagnostics font mouche. Pourquoi est-ce qu'ils font mouche, les diagnostics? Parce que de l'époque de Louis XIV, où il y avait les courtisans, enfin, je pense que ça n'a pas commencé avec Louis XIV, mais c'est la partie de l'histoire où on en parle le plus, jusqu'au magazine qu'on peut lire sur la plage l'été pour remplir des quiz pendant qu'on se fait dorer les orteils en éventail sur la plage. On aime bien qu'on nous parle de nous. Moi, je sais que quand j'ai été formé au MBTI, j'ai bien aimé découvrir mon profil MBTI et me le faire débriefer par mon superviseur. Et dans les formations, quand on parle de terre, eau, air, feu, je vous en reparlerai très vite tout à l'heure, les gens adorent tout de suite imaginer s'ils sont plutôt terre, plutôt eau, plutôt air, plutôt feu. Et certains adorent vérifier qu'ils ne sont dans aucune case, mais c'est aussi une façon de parler d'eux-mêmes. Hein. J'avais
un échange avec un très bon copain, là, il n'y a pas longtemps, qui travaille beaucoup sur le créneau des HPI. Il me dit, les HPI n'aiment pas beaucoup se retrouver dans une case. Ben, je lui dis, c'est une façon aussi de se retrouver dans une case que de ne pas vouloir se retrouver dans une case. En forme de clin d'œil, bien sûr. Mais donc, les diagnostics, ça marche bien parce que les gens aiment bien qu'on leur raconte qui ils sont, y compris pour vous critiquer votre diagnostic, mais de toute façon, ça crée un lien. Alors, un diagnostic, pour nous, ça repose... Alors, il y a plein de versions de diagnostic systémique. Là, aujourd'hui, et même en travaillant ce week-end sur finalisant cette présentation, j'avais 2 approches possibles et j'ai décidé de prendre celle-là parce que en ce moment, c'est celle que j'utilise beaucoup, mais il y en a une deuxième dont j'aurais pu vous parler et qui était tout à fait aussi pertinente. D'abord, ce qui est important, et je pense que c'est vraiment fondamental, c'est de ne pas se lancer dans un diagnostic systémique tant que vous ne connaissez pas les enjeux de l'entreprise ou au moins les enjeux de l'équipe pour laquelle vous allez faire ce diagnostic. Parce que, et je parle bien des enjeux, je ne parle pas du contexte, je parle de ce qui est en jeu, de ce qui se joue pour les gens et pour l'équipe, parce que ça va être extrêmement important dans le questionnement et dans l'écoute que vous allez développer. Alors pourquoi pas la première approche et la deuxième? Intuition? Non, je n'ai pas de réponse à cette question. Il faut bien faire des choix dans la vie. Alors, les enjeux de l'entreprise, c'est important. Ensuite, deuxième chose, c'est qu'il faut s'attacher, et c'est pour ça qu'un diagnostic d'équipe, on va le travailler de 2 manières différentes. On va le travailler en équipe, mais on va aussi le travailler individuellement, puisqu'on sait très bien que chaque équipier vous dira des choses en entretien individuel qu'il ne dira pas dans le cadre du collectif. Hein, moi, je le rappelle toujours, d'ailleurs, quand on restitue et quand on démarre un coaching d'équipe, je leur dis, chacun ira jusque là où il peut aller. Et très régulièrement dans ce métier, on vérifie que des gens nous disent en off, dans l'entretien préliminaire ou dans des pauses, hein, ou dans des moments où on se croise, ou le soir à l'apéro, des choses qu'ils ne diront pas en collectif parce qu'ils n'ont pas confiance, parce qu'ils ne savent pas, parce que c'est trop confrontant pour eux, parce que ça les mettra en difficulté, parce qu'ils ont peur de leur chef, parce qu'ils ont peur de tel équipier. Enfin, voilà. Et donc, c'est important de capter les aspirations des individus. Et justement, ça va être important de regarder jusqu'où les gens vont ou ne vont pas dans l'expression collective de ce qu'ils pensent à titre individuel. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est d'avoir les 2 aspects en tête. Et puis, la signature énergétique de l'équipe, pourquoi je les ai réunis? Parce que tout de suite, je voulais m'arrêter là-dessus, c'est que la signature, pardon, excusez-moi, j'ai été un poil trop vite. C'est que la signature énergétique de l'équipe n'est pas forcément la somme ou la conjonction des signatures individuelles et des aspirations individuelles de chacune des personnes. Pour rentrer dans le détail sur ce point-là, je voulais faire un premier zoom. Le modèle que nous utilisons et qu'on utilise et qu'on développe régulièrement dans ces webinaires du lundi repose sur les 4 énergies fondamentales de la terre, de l'eau, de l'air et de le feu, et du feu, et de le feu, n'importe quoi. Je ne suis pas complètement réveillé, moi, ce lundi matin. Chaque fois que je dois le raconter de manière rapide pour dire pourquoi cela est plutôt qu'autre chose, parce qu'en fait, je trouve que le coaching travaille le vivant. Enfin, il y a beaucoup d'autres approches qui travaillent le vivant, mais en tout cas, nous, clairement, on travaille le vivant et sur le vivant et dans le vivant. Et que finalement, quand on réfléchit bien, nos scientifiques, quand ils cherchent d'autres formes de vie sur d'autres planètes, des exoplanètes, ils recherchent une planète solide, donc de la Terre, ils recherchent une planète sur laquelle il y a présence d'eau, ils recherchent une atmosphère, donc de l'air, ils recherchent une étoile, ni trop près ni trop loin, qui va pouvoir garantir des conditions de température qui permettront à la vie de se développer. Alors peut-être ont-ils tort quand ils font ça, en tout cas ça semble être un point qui n'est pas remis en question, et puis je ne parle pas de toutes les démarches spirituelles qui depuis l'origine des temps, sans même parler des scientifiques qui cherchent les exoplanètes, nous décrivent la vie et la nature au travers de ces quatre éléments. Du coup, on en a fait très modestement notre modèle, notre point d'appui. Et quand on fait, et j'y reviendrai tout à l'heure, nos diagnostics, on utilise énormément ces 4 dimensions-là. Mais j'y reviendrai, là je suis passé très très vite. Tout ça pour dire qu'en fait, la signature énergétique d'une équipe, ce n'est pas la somme des énergies individuelles. Une pomme et une poire, ça serait quoi comme énergie? Par dire que c'est des fruits, c'est tout ce que ça a de commun. Enfin non, ça a plein d'autres choses communes. Ça peut avoir la couleur, la texture, ça peut vraiment, en tout cas, quand on mange une poire, on ne mange pas une pomme, et quand on mange une pomme, on ne mange pas une poire.
Alors, effectivement, suivant les périodes de l'année, la corbeille de fruits qui est posée peut-être sur votre table, comme il y en a une qui est posée juste derrière moi, eh ben, elle représente les fruits de la saison. Et donc, elle représente la saison. Donc, on pourrait dire que la signature de cette corbeille de fruits, c'est le printemps, l'automne. Là, en l'occurrence, c'est plutôt l'automne. Sur celle que je vous présente, c'est l'été ou c'est l'hiver. Et pour autant, vous pourrez retrouver dans la corbeille de fruits de l'automne des fruits que vous avez trouvés dans la corbeille de l'été ou de l'hiver. Et donc, c'est pour ça que c'est important de bien faire la différence entre ce qui est de l'ordre d'une signature collective et ce qui est de l'ordre d'une signature individuelle. La différence entre un grain de raisin, j'ai pris la poire et la pomme, qui sont deux fruits qui ne sont pas si éloignés l'un de l'autre que ça, mais entre les grains de grenade qu'on voit, je ne sais pas ce que c'est en bas, c'est une prune ou c'est une figue, non, je pense que c'est plutôt une prune, ou des grains de raisin, là on voit bien qu'il y a une différence extrêmement importante. Des pommes, on va en manger à peu près toute l'année, des raisins, on va en manger à l'automne. Voilà, donc du coup, je prenais un exemple plus proche de ce qu'on a en entreprise. Hein. On peut avoir des commerciaux très feu, très centrés résultats, très centrés exigences, passage à l'action, transformation. Et pour autant, quand on les retrouve tous ensemble dans une réunion commerciale, ils peuvent être très hauts, à rechercher du lien, de la blague, à boire des coups ensemble, à prendre plaisir à se retrouver. Et ils vont laisser au vestiaire le côté feu de leur personnalité pour qu'une signature beaucoup plus haut s'exprime dans le collectif. Voilà, et des exemples comme ça, on en a tout un tas. Donc c'est important de prendre ça en compte parce qu'effectivement, ça va jouer dans le diagnostic que vous allez poser. Et puis enfin, il va falloir s'intéresser au stade de maturité. Et là, pour le coup, comme je commençais à vous parler, et j'y reviendrai largement, de notre modèle, celui qu'on a développé avec Paul, qui est sur la terre, l'eau, l'air et le feu, là, j'ai choisi de vous présenter, pas de vous présenter, parce que ça, on pourrait y consacrer plusieurs webinaires, mais nous, on a continué à travailler avec le modèle qu'on a appris auprès d'Olivier de Villard, dans son bouquin Dynamique d'équipe, dans lequel il décrit 5 stades, mais surtout 3 regroupements, c'est-à-dire pour lui, il y a les pseudo-équipes, qui sont soit des agglomérats d'individus, c'est-à-dire des gens qui ne sont même pas encore équipes, qui sont à l'état d'équipe potentielle, et puis des groupes d'appartenance, c'est-à-dire peut-être d'ailleurs ce groupe de commerciaux, dont je vous parlais, qui va croire qu'ils forment un groupe, mais en fait, ils ne forment pas vraiment un groupe, ils ont juste plaisir à se retrouver pour boire des coups ensemble. Dynamique d'équipe. Peut-être que Jean-Luc peut taper dans le chat la référence du bouquin, puisqu'il a l'air de l'avoir apprécié. Merci Jean-Luc. Voilà. Et puis ensuite, on arrive dans les équipes qui commencent à être intéressantes, au sens où elles nous intéressent, nous. Les équipes constituées, qui ont déjà un projet commun, les équipes qui sont dans l'action concertée, c'est-à-dire qui ont déjà un jeu collectif développé pour transformer les idées du projet en réalisation concrète. Et puis enfin, il y a les équipes excellentes, qui sont les équipes qu'on peut avoir en intelligence collective. C'est moins de 10% des équipes. Je tape le titre, puisque j'en ai pas sous la main. Voilà. Et donc là aussi, c'est important parce que, vous voyez, c'est un peu comme si on avait un graphique à 2 dimensions. C'est important de regarder la signature de l'équipe et c'est important de regarder son stade de maturité. Parce qu'en croisant ces 2 axes, ça va vraiment vous permettre de proposer à votre client des architectures intelligentes, mais vraiment très différentes et qui vont tenir compte de ces différents paramètres. Voilà. Ça, c'était mon intro, que je termine par un petit exemple. Vous prenez par exemple une équipe dont les enjeux sont d'inventer le modèle gagnant de demain. Alors, je me suis inspiré d'un exemple que j'ai accompagné pendant 2-3 ans, où vraiment la demande initiale de coaching d'équipe, qui était presque un coaching d'organisation, en fait, c'était vraiment d'inventer le modèle gagnant de demain. C'est une boîte qui était en pleine transformation, enfin, en fait, c'était une boîte qui était dans un secteur en pleine transformation et qui avait donc besoin d'air, essentiellement, c'est-à-dire inventer, créer, imaginer, se projeter, visualiser, etc. Ah, on me dit qu'il n'y a plus de son. Pourtant, a priori, moi, ça devrait marcher. Non, je pense que... J'attends juste de vérifier que quelqu'un me dise que c'est bon pour lui.
et qu'on m'entend bien. Si, c'est OK, très bien. Désolé, Ariane, ça doit être un problème chez vous. Alors, vous voyez, cette équipe, c'est important de savoir que ces enjeux, c'est un besoin d'air. Et ça, c'est clairement exprimé par le directeur général de la boîte au moment où je démarre la mission avec lui. Les individus, eux, ce sont des vrais guerriers, experts. C'est des gens qui sont dans la terre et dans le feu. C'est-à-dire, c'est vraiment des gens qui sont extrêmement pointus dans leur domaine et qui, en même temps, sont vraiment des conquérants. Donc, vous voyez, premier décalage. Il y a un besoin d'air pour des individus qui sont très terre et feu. Le codir, il est très terre. Comme son marché, il est humble, il est discret. D'ailleurs, cet exemple, on en reparlera un petit peu plus loin. C'est-à-dire que le côté feu qui existe chez chacun d'entre eux ne se retrouve pas quand on intervient avec le codir. Parce que c'est un codir qui fonctionne beaucoup en silo. Et en fait, quand on se retrouve en codir, on vient pour apporter son expertise de manière humble, discrète, en respectant les autres, en respectant le fait que chacun travaille un petit peu dans son couloir de nage. Et la maturité, elle, est assez faible, avec une convivialité de surface, parce qu'on n'aime pas le conflit, et c'est plutôt une boîte qui est fermée à l'extérieur, qui travaille très peu avec des consultants, pas du tout avec des coachs. Donc vous, quand vous débarquez là-dedans, c'est important que vous ayez en tête et que vous ayez connaissance de tout ça, parce que vous allez forcément orienter la construction de votre architecture, le processus que vous allez proposer aux clients en fonction de ses besoins, c'est-à-dire des enjeux, c'est-à-dire là où vous devez l'amener, mais aussi de à qui vous allez avoir affaire, quel langage il parle. Si vous leur parlez un langage d'air dès le début, vous allez les perdre. D'ailleurs, c'est ce que ce DG était en train de faire à ce moment-là. Il était en train de les perdre complètement. Parce qu'il faut leur parler la langue qu'ils parlent. C'est comme si vous parliez anglais à des gens qui parlent allemand ou italien à des gens qui parlent chinois. Ils vont pas comprendre, même si le message que vous leur portez, c'est le bon message. Voilà. Et puis, savoir qu'il y a une faible maturité collective, savoir que c'est des gens qui ne sont pas habitués, par exemple, à partager leurs représentations, leurs sentiments, leurs impressions, mais aussi leurs désaccords en séance, ben ça va forcément vous faire adapter les outils que vous allez utiliser. C'est typiquement une équipe dans laquelle, au début, j'ai utilisé pas mal le jeu. Alors qu'il y a des équipes, si vous utilisez le jeu avec eux, vous les perdez dès le début. Ils disent, attends, mais Franck, je ne suis pas là pour jouer, moi. Je suis pas là pour, si j'ai envie de jouer, j'ai des amis le week-end et je vais jouer au golf, au tennis ou au foot, mais là, je suis là pour travailler. Et des jeux, on en a déjà fait avec des collègues à toi et on les a sortis parce qu'on en avait marre de faire mumuse. Voilà. Donc, vous savez, c'est extrêmement important de pouvoir préparer et ajuster et adapter votre intervention à tous ces critères-là. Voilà, hein, c'est, je crois par là que je terminais. C'est à la fois un point de départ qui permet de créer une alliance solide, hein, c'est-à-dire que ça permet aussi, vous savez, un principe de la reformulation, ça permet que votre client comprenne que vous l'avez compris, mais que vous l'avez compris non pas dans le passé, dans le contexte, dans tout ce qui va vous empêcher de faire votre travail, mais dans la projection, dans l'enjeu et dans la dynamique. Et surtout, à partir de là, ça va vous permettre de faire une espèce de démonstration de votre intervention, de la route que vous allez proposer entre le point de départ et le cap que vous allez définir. Et donc, cette stratégie de coaching, elle va paraître tellement évidente qu'à un moment donné, quand c'est très clair, enfin, moi, c'est ça dont je m'aperçois beaucoup dans le coaching, c'est que quand vous avez passé ce cap-là, vous pouvez parler du prix après, hein, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez, c'est facile. Si vous avez convaincu à cet endroit-là, alors vous êtes sûr que le client va vous passer la commande. Décidément, je ne sais pas ce que j'ai dû avaler un truc de travers ce matin, je déforme mes mots. Ou alors, je suis en train de me préparer un petit AVC en direct. Non, j'espère pas. Les pistes à explorer selon les 4 énergies. Donc ça, c'est la première partie sur laquelle je voulais vous amener. Je reviens donc sur le terre, eau, air, feu. Qu'est-ce qu'on va, nous, essayer d'explorer dans les entretiens individuels et collectifs que nous aurons pour établir ce diagnostic? Eh bien, de manière assez simple, hein, parce que c'est un modèle qui est puissant mais qui est simple, c'est assez facile à comprendre. Quand on est dans la terre, on va questionner la structure, l'organisation du travail. Quelle est la part qu'on accorde à l'expertise? Est-ce que l'expertise, c'est quelque chose d'important? Est-ce que c'est fondateur? Ou est-ce que finalement, c'est assez annexe parce que c'est autre chose qui est important? Est-ce que les gens connaissent les règles? Est-ce qu'ils respectent les règles de fonctionnement? Est-ce qu'il y a des chartes de fonctionnement? Est-ce qu'ils ont conscience des valeurs et de la culture de leur entreprise? Voilà, ça, c'est des choses qu'on va explorer dans la terre, dans le modèle de réussite, dans les racines, dans le cadre qui est posé, dans tout ce qui, en fait, fait la solidité. De la même façon, quand on va explorer
l'eau, eh ben, on va explorer beaucoup plus l'entraide, la cohésion, la convivialité, la transversalité avec les autres équipes, le système, le côté systémique en fait hein, aussi qui est très présent dans l'eau, la capacité à se confronter et à réguler les tensions. Ce matin, j'avais un entretien avec une DRH qui me disait je voudrais faire accompagner quelqu'un qui en fait confronte de manière très cash dans une culture d'entreprise dans laquelle elle vient de rentrer, où la confrontation existe, mais elle n'existe pas de cette façon-là. Elle existe avec beaucoup plus de code et de douceur. Voilà, donc ça c'est important que vous compreniez aussi comment on a ou pas l'habitude de se confronter au sein de cette équipe et de cette entreprise. Ça vous donnera des clés sur la manière dont ensuite vous pourrez animer les séquences. Dans l'air, on va regarder tout ce qui est autour de la fédération, autour des projets, des objectifs. Mais on va regarder aussi la capacité à être créatif, innovant, agile, à s'orienter vers la solution plutôt que vers les problèmes, à savoir saisir les opportunités, à être enthousiaste, joyeux. Voilà, donc on va regarder un petit peu tous ces éléments-là dans l'air et enfin dans le feu, on va regarder tout ce qui touche autour de l'exigence, de la capacité à être autonome, responsable de l'action collective, tout ce qui est la recherche de progrès, la focalisation sur le résultat, le lâcher-prise, enfin, la capacité à faire des vrais choix et à les assumer, à se centrer sur l'instant présent. Voilà, donc c'est tout ça qu'on va explorer dans le feu, ce qui est une des différentes méthodologies que vous pouvez avoir, mais qui va nous permettre à nous, quand on utilise celle-là, de faire nos diagnostics en regroupant les éléments et en proposant des éléments, en tout cas des hypothèses, sur la signature de chacune des équipes avec lesquelles on travaille. Voilà. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? On est à peu près à la moitié de ce que j'avais à vous présenter. Donc, je prends le temps, même si aujourd'hui, j'avais conscience que ça allait aller assez vite. Difficile de parler du diagnostic en un temps aussi court. Et alors, j'ai une fenêtre qui s'est ouverte et qui m'empêche de lire ce que vous êtes en train d'écrire. Ah, pas cool. Ça y est, elle a bien voulu partir. Approche comprise, un peu rapide sur les 4 éléments. Oui, alors pour ceux qui aiment, qui sont intéressés par cette approche sur les 4 éléments, n'hésitez pas à aller sur notre site, je vous mets le lien, il y a plein d'articles dessus, et c'est présenté avec beaucoup plus de détails. Voilà, ça vous permet d'aller retrouver plein d'articles, et puis surtout, ça vous permet aussi d'aller retrouver les replays de toutes les conférences que nous faisons, puisque systématiquement, on les remet sous forme d'articles. Voilà, voilà. Alors, des exemples de restitution. Je me suis dit que ça pouvait vous intéresser de voir comment nous, on restitue. Alors, j'en ai pris quelques-uns. C'est sympa d'essayer de mettre ça un petit peu en forme par des schémas, où il y a du fond et de la forme qui permettent aux différentes façons d'appréhender les restitutions de fonctionner. Là, je vous montre une boucle systémique qui s'auto-renforce. Hein, vous connaissez bien tout ça. C'est une entreprise dans laquelle il y a eu difficultés et échecs successifs. Du coup, les patrons, ça faisait 5-6 ans que ça durait, hein, c'était vraiment dans la difficulté, dans le dur. On fait appel à pas mal de cabinets de consultants avec différentes méthodes, mais toujours des méthodes qui étaient très orientées résolution de problèmes. Alors du coup, quand on est orienté résolution de problèmes, forcément, on fait le focus sur ce qui ne marche pas. Et en faisant ça, on le fait évidemment pour que ça marche mieux, on ne le fait pas pour faire du mal aux gens. Sauf que quelque part, le fait de mettre le focus sur ce qui ne marche pas crée un sentiment de manque de reconnaissance légitime hein, de la part des gens qui se disent finalement, à la sortie de cet entretien que j'ai eu avec cette personne, je me dis que j'ai pas bien fait ce qu'il fallait que je fasse. Et ça crée des images de soi dévalorisées, donc ça crée aussi du manque de confiance, et ça crée donc du coup une fuite devant les responsabilités et évidemment des nouvelles erreurs. Et donc la boucle, elle s'entretient, ce qui fait que l'approche résolution de problèmes qu'ils avaient eu jusqu'à présent crée de nouveaux problèmes. Et je me rappelle que on a montré cette boucle alors qu'on avait été choisi, mais quand on avait été choisi avec Paul comme cabinet de coaching, on était le seul parmi 6 à être un cabinet de coaching. Les autres, c'était des cabinets de consultants. On avait donc déjà prévendu un petit peu cette approche-là, en se doutant que comme ils avaient fait appel à beaucoup de cabinets experts, il y avait probablement quelque chose comme ça, mais ça s'est vérifié de manière flagrante. Alors,
On le sait, hein, on n'est pas complètement neutre. Peut-être que c'est nous qui avons bien voulu aussi l'entendre. En tout cas, c'est vrai que c'est intéressant de le mettre en lumière de cette façon-là, parce que c'est comme une espèce de petite démonstration de quelque chose qu'on va ensuite pouvoir retourner. Alors, je crois que je n'ai pas pris l'exemple où on retournait, mais il suffit à ce moment-là de changer l'entrée de la boucle, hein, et de se centrer sur ce qu'on appelle nous vitam, c'est-à-dire les modèles de réussite. Ces modèles de réussite qui sont donc du coup centrés sur ce que l'on a réussi, même quand ça ne marche pas, qui mettent le focus sur ce qui marche, qui créent un sentiment de valorisation, tac, et ça tourne dans l'autre sens. C'est comme les processus parallèles en coaching individuel. C'est intéressant de regarder en quoi la situation que le client vit vient contaminer la relation de coaching entre le client et son coach. Mais si ça marche dans le sens remontant, en termes d'analyse, ça marche aussi dans le sens descendant. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que là aussi, on a fait des conférences sur le processus parallèle et c'est un sujet à part entière, mais vous voyez bien de quoi je veux parler. Alors, premier exemple de restitution. Deuxième exemple de restitution, montrer un paradoxe systémique, c'est-à-dire que c'était le même exemple, c'était la même entreprise. Vous aviez d'un côté un nouveau DG, je pars d'en bas, là, en bas à droite. Vous aviez un nouveau DG qui avait comme mission de sauver l'usine. C'était là, on lui avait dit, hein, tu seras le dernier, si toi tu y arrives, tant mieux, si tu n'y arrives pas, on ferme le site. Vraiment. Hein. Donc du coup, sa mission, lui, quand il arrive, c'est une mission de sauveur, hein, on lui met ça sur les épaules. Il arrive avec des idées, de l'énergie, avec un carnet d'adresses, avec un réseau, avec des affaires. Il apporte carrément des affaires. Et donc, évidemment, il apporte tout ça, il est super enthousiaste et il s'attend à ce que le personnel se mobilise très fortement autour de lui. Et puis, de l'autre côté, le personnel, lui, il vit il a vécu toute une série de cicatrices, un sentiment même de trahison, puisqu'à un moment donné, la boîte a été vendue. Non, elle a failli être vendue, pardon. Elle n'a pas été vendue, mais elle a failli être vendue et ils l'ont appris. Donc, du coup, ils se méfient et ils ont appris à entretenir des modes relationnels qui sont liés à la plainte, au reproche, à la justification. Ils ne prennent pas de risques pour les raisons qu'on a vues juste avant. Ils ne proposent rien et ils n'ont pas de capacité d'initiative. Et donc là, plof, ça ne se comprend pas. Et chacun attend le premier pas de l'autre. C'est-à-dire que le directeur général, lui, se dit j'attends qu'il bouge, et les autres, ils disent on attend de voir ce que ça va donner. Et là, ça peut s'attendre longtemps. Et donc ça, quand on montre ce genre de schéma au patron, ça lui fait envie. Il a envie d'aller résoudre ça. Alors, évidemment, il vous demande comment vous allez faire. Donc, il va falloir aussi maîtriser tout un tas d'autres outils pour pouvoir l'accompagner. Un autre exemple, c'est à peu près le même, mais juste pour vous montrer qu'en fait, vous pouvez l'alimenter aussi avec des verbatims. C'est pertinent, ça c'est quelque chose que j'avais appris avec De Villard. Vraiment, vous comprenez les mots, mais mot pour mot, qui viennent alimenter juste au-dessus une sorte de petite synthèse que vous faites, vous, des verbatims, et puis vous terminez par dire, tiens, on croit qu'on fait attention aux personnes, et paradoxalement, ça alimente les non-dits. Voilà. Parce qu'il y a une vraie considération pour les personnes dans cette usine, mais du coup, par respect, par peur de l'autre, par peur de se fâcher, on ne se confronte pas. Et donc, du coup, on ne se donne pas de feedback. Et donc, du coup, il y a une accumulation de non-dits qui génère des frustrations, des éclats. On pourrait retracer la boucle, là, de la même façon. C'est juste pour vous montrer des façons de restituer un petit peu différentes. Et enfin, un processus parallèle qui part du terrain. Il y a des frustrations, des doutes, des inquiétudes. C'est une autre entreprise qui sont liées à la fusion. C'est deux entités qui doivent fusionner. Du coup, il y a des personnes qui souffrent à tous les étages. Du coup, il y a des réactions défensive, passivité, évitement, agressivité. Du coup, ça impacte l'opérationnel. Il y a des erreurs, il y a des dysfonctionnements. Et du coup, la question qu'on leur pose et qu'on leur avait posée à tous, c'est, à votre avis, qu'est-ce que le client est en train de vivre? Voilà, le client il est en train de vivre des frustrations, des doutes et des inquiétudes. Et donc, peut-être qu'il va partir. Et donc, c'est aussi pour montrer comment, en travaillant à partir du client, comme dans les processus parallèles, on va pouvoir proposer un processus qui va remonter jusqu'à changer l'état d'esprit des équipes en partant du client, en n'essayant pas forcément de travailler directement dans le nœud du problème qui semblait extrêmement fortement noué. Voilà pour des exemples et pareil, je m'arrête pour vous demander si vous avez des questions à ce stade-là ou si ça va toujours à peu près pour vous. On va attaquer la dernière partie dans laquelle on va aller regarder comment on fait levier sur le diagnostic pour construire et pour vendre son coaching. Bon, je continue. N'hésitez pas à poser vos questions. Je jette un coup d'œil sur le chat.
Et si je vois une question qui mérite réponse, elle mérite toutes, c'est pas bien de dire ça, je le ferai. Ces restitutions sont faites aux seuls commanditaires ou bien également aux personnes interviewées. Alors, à partir du moment, hein, on va parler systémie ou gestalt thérapie, à partir du moment où vous avez interviewé des gens de l'équipe, vous leur devez une forme de restitution. Voilà. Donc, par contre, vous devez aussi aux commanditaires une restitution préalable dans laquelle vous allez décider ensemble jusqu'où vous allez dans la forme de restitution, la restitution faisant partie de l'intervention. Vous pouvez faire des restitutions qui prennent une journée complète parce qu'on va se servir de la restitution pour travailler. Il y a des restitutions qu'on peut faire en 3 slides pour dire, écoutez, voilà, je vous ai parlé, j'ai l'impression qu'il y a ça, ça, ça qui est important, et du coup, je propose qu'on travaille ça, ça, ça. Comment est-ce que ça vous va? Et de toute façon, le coach d'équipe travaille toujours sous le contrôle de son équipe et pas du commanditaire. À partir du moment où on rentre dans le coaching d'équipe, bien sûr qu'on a un lien un peu spécifique avec le commanditaire, mais moi, je pars du principe que quand je suis coach d'équipe, mon client, c'est l'équipe et ce n'est pas le commanditaire. Donc, quand on décide un processus, quand on décide de passer plus de temps sur une partie du coaching d'équipe, je le fais sous le contrôle du groupe. Quand on décide de se revoir, c'est avec l'accord du coaching du groupe, du groupe, etc., etc. Et effectivement, systématiquement, on réalise ces diagnostics en minimum à minima pour éviter de tomber dans des biais de confirmation, dans des croyances limitantes, dans des observations qu'on ne fait que retrouver. Voilà. Et tout à fait juste, effectivement, ce sont des interviews. Alors, si vous êtes sur un CODIR, moi, je fais des interviews avec 100% des personnes. Si vous êtes avec un collectif plus important, ben, vous allez effectivement demander à votre client de vous faire rencontrer voilà, 7, 8, 10 personnes, pas plus, représentatives, donc des critiques positives, des critiques négatives, et puis ce qu'on appelle des triangles d'or dans la logique des partenaires. Alors, comment est-ce qu'on essaye de faire levier ensuite? Je prends un exemple, je me suis dit que c'était la meilleure façon, c'est l'entreprise dont je vous avais parlé tout à l'heure, hein, celle qui était ici, là, dans le petit exemple que j'avais pris, voilà, qui avait des enjeux de réinventer son modèle avec des guerriers, avec une culture de codir très terre et une maturité assez faible. Du coup, voilà ce que ça a donné. Quand on a fait le diagnostic, en fait, on retrouve ce que je vous disais, c'est-à-dire des individus qui sont très terre et feu, une équipe qui est plus marquée de la terre que du feu. Mais en gros, ce qu'on respecte et ce qu'on valorise dans cette équipe, c'est l'expertise, le travail, le concret, l'opérationnel, le tangible, ce qui se gagne sur le terrain, l'engagement individuel qu'on peut relier au travail, hein, c'est vraiment des gens très engagés, et la force, quelque part. Donc, il y a des rapports de force hein, quand même dans cette équipe. Hein, parce que ce qu'on reconnaît, c'est le fait que je sois fort. Je suis fort parce que je suis expert, parce que je bosse beaucoup, parce que j'ai des résultats, et que du coup, je peux montrer au travers de ça que j'appartiens au CODIR et que je mérite d'appartenir au CODIR. Il y a évidemment un grand manque d'eau. Ça fonctionne en silo, en couloir de nage, comme je le disais, c'est très cloisonné, c'est pas du tout fun. Il y a énormément de critiques larvées parce que du coup, à la fois on respecte, mais quand on respecte, c'est-à-dire que je ne vais pas empiéter sur le terrain des autres, mais ça ne m'empêche pas en off avec mes équipes de dire tout le mal que je pense de ce que font les copains. Et du coup, ça crée une espèce d'ambiance très feutrée quand on rentrait dans cette entreprise où les gens se parlaient assez peu. Et les choses se passaient plutôt sous la table. Et un grand manque d'air, puisque finalement, en plus, c'était une boîte qui se portait très très bien. Donc, on fait comme on a toujours fait. Les créatifs, c'est des farfelus, et ils s'intéressaient assez peu aux évolutions qui se passaient dans leur secteur d'activité. Donc, c'est une boîte un peu dinosaure, c'est une boîte solide, une boîte qui gagne, mais une boîte qui est fragile parce qu'elle ne voit pas que le monde est en train de changer autour d'elle. Et ce qui se passait, c'est qu'il y avait 2 nouvelles personnes qui étaient arrivées, qui avaient été recrutées. Le fameux DG qui, lui, était là pour parler futur, modernité, qui portait une ambition très forte. On commençait à l'appeler Monsieur Toujours Plus. Donc, lui, il apportait quelque... Et puis, il voulait absolument décloisonner. Il faut savoir qu'avant, il y avait 2 directeurs généraux adjoints déjà. C'était même en haut de l'entreprise, il n'y avait pas un seul DG. Donc, ça commençait à cloisonner déjà à cet endroit-là. Puis après, ça ne faisait que cloisonner dessous. Les 2 DGA étant partis à la retraite, on les remplace par un DG. Et du coup, ce DG, lui, sa première volonté, c'est de créer un CODIR décloisonné. Donc, il a envie de décloisonner du côté de l'eau. Il a
des enjeux autour de l'air très très forts et des enjeux qui sont plus liés à sa personne autour du feu, mais ce n'est pas la priorité à court terme. Et puis, ils ont recruté aussi un patron du marketing qui, lui, n'arrête pas de bousculer, n'arrête pas d'ouvrir, de challenger, de dire qu'il y a d'autres façons de faire, qui n'arrête pas d'inviter des gens de l'extérieur et qui veut aller vite. Donc, du coup, en plus, il est vécu comme étant un peu sec et brûlant et décalé. Voilà, donc vous avez les 8 personnes historiques et puis vous avez ces 2 nouveaux acteurs qui, évidemment, viennent déséquilibrer le système. Et le fait de montrer ça, c'est important parce que je me rappelle notamment le directeur du marketing, là, ça, il ne le voyait pas du tout. Il ne voyait pas du tout. Lui, il était tellement dans sa rapidité, dans l'urgence qu'il voyait à transformer cette entreprise, qu'il ne comprenait pas, il n'avait pas la grille de lecture qui lui permettait de comprendre qu'il était en train de se planter et peut-être de se faire éjecter par le système. Donc ça l'avait aidé. Voilà. Et du coup, l'idée, ça a été de leur dire, OK, vous êtes différents. Et je me rappelle très bien quand le séminaire avait commencé, j'ai été frappé par ça. Et donc, je leur ai montré ces slides et je leur ai dit, évidemment, vous êtes différents. Et donc, cette diversité, est-ce que vous êtes en train d'en faire une contrainte ou une opportunité? Et à partir de là, on a travaillé sur différentes pistes, comme je vous le disais, avec beaucoup de jeux, jouer avec le modèle, jouer à se positionner sur le modèle, débattre en petits groupes, leur faire travailler un jeu des bâtons, leur faire faire un jeu sur les valeurs au travers d'une tour. On avait été extrêmement visuel, extrêmement ludique, et on ne peut pas rentrer en profondeur tout de suite avec une équipe comme ça. On a besoin déjà de faire émerger les premières bases de l'intelligence collective parce que ça faisait 10 ans, 20 ans, 30 ans pour certains qu'ils n'avaient pas travaillé du tout dans ces modalités. Voilà. Agnès demande si quid des mots forts vus dans vos exemples. Je ne sais pas, il y a des mots forts vus dans mes exemples, c'est possible. Sec et brûlant, par exemple, oui. Monsieur toujours plus. C'est des mots qui avaient été abordés dans les entretiens. Donc, c'est en ça que c'est intéressant de partager d'abord avec le DG en lui disant est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on aille jusque-là. Lui, alors, il était très à l'aise avec ça. Donc, ça permet de montrer aussi qu'il y a une authenticité dans la reformulation que vous faites de votre diagnostic. Voilà, comment, donc du coup, à partir de ça, on peut faire levier dans la construction et l'architecture de l'intervention qu'on propose. Hein. C'est un coaching d'équipe qui a duré 3 ans, qui était super intéressant parce que petit à petit, on voit des éléments se mettre en place. On voit aussi que ça avance, puis parfois, paf, il y a un bug et ça recule. Hein, il y a le principe d'homéostasie. Les points de contraction sont extrêmement intéressants aussi dans le coaching d'équipe. Voilà. Alors, quelques conditions, quelques points d'attention importants, hein, très très rapidement. Je vais très vite là-dessus. Ne pas mettre les équipes dans des cases, pas plus qu'on met des personnes dans les cases. Hein. Le modèle est au service de la vie et c'est pas la vie qui est au service du modèle. Le modèle sert le coaching, mais il ne devient pas, quand je pas l'inverse, c'est pas directement compréhensible. En fait, c'est pas le modèle qui prend le dessus sur ce que vous observez. La deuxième chose, c'est qu'il faut procéder par hypothèse. Il faut être humble. C'est quand même un exercice délicat. Vous arrivez, vous donnez l'impression que vous leur racontez la vie, leur vie à eux, alors que vous ne la vivez pas. Donc, il faut quand même, et peut-être que ça rejoint le côté mot fort utilisé dans la question d'Agnès. Oui, il faut y aller sur la pointe des pieds. Oui, il faut y aller avec une attitude d'humilité complète parce que vous ne vivez pas dans cette équipe-là. Et en même temps, ils ont besoin de vous pour exprimer des choses qui sont importantes et qu'ils ne peuvent pas aborder sans que vous soyez là. Vous êtes un catalyseur. Ne pas surjouer sa propre signature, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai une signature terre et feu, avec beaucoup de feu. Je suis assez impatient, j'aime bien aller vite. Il ne faut pas que je surjoue cette signature, notamment quand je suis avec des gens qui sont feu. Parce que sinon, je vais leur donner l'impression de les encourager ou de les cautionner dans les excès de leur signature. Donc ça aussi, c'est important. Chaque fois que, pareil, en MBTI, hein, pour ceux qui connaissent le MBTI, moi, quand par exemple, je dois expliquer la dimension J et P, Judgment Perception, moi, je suis P à fond. La conférence d'aujourd'hui, je l'ai terminée hier soir à minuit. Et encore, pour moi, c'est presque anticipé de terminer hier soir à minuit. Et quand je parle de ceux qui sont J, je me rendais compte au début qu'il y avait une sorte de distance, voire peut-être de sarcasme ou d'ironie vis-à-vis de ceux qui étaient J, parce que moi, je suis profondément P.
Et ça, c'est pas OK, c'est pas correct. Donc, ça veut dire que vous devez vraiment apprendre à vous connaître, à développer votre propre signature. Et pour ça, il y a plein d'outils pour le faire. Et en même temps, quand vous êtes dans ces phases de diagnostic, à être vraiment le plus ouvert possible. Alors, on ne peut pas être complètement neutre, hein, mais le plus ouvert possible pour permettre à chacun de développer sa signature, mais aussi les autres énergies. Autre petit point de... ça, c'est presque le même. J'en ai déjà parlé, c'est-à-dire, attention... alors, ça peut être vos propres prophéties autoréalisatrices, mais ça peut être celles qu'on vous met en tête quand vous rencontrez le patron la première fois, quand il vous dit « Ah, de toute façon, ils sont hyper silotés. » Forcément, vous avez ça en tête. Donc, il faut que vous restez ouvert au point de vue différent, à cette capacité que vous aurez. C'est pour ça que c'est important de le faire en binôme, parce que quand on le fait en binôme, on a un petit peu plus de perspective, voire en trinôme, quand il y en a 10 ou 12 à faire, parce que ça vous donne la troisième dimension. Voilà. Et puis, toujours ne pas s'arrêter au niveau du diagnostic, parce qu'une fois qu'on a fait un diagnostic, hein, c'est comme, moi, parfois ça me fait hurler, mais vous allez voir un médecin et il vous fait passer un examen, et puis, l'examen n'est pas bon, et puis vous dites, et maintenant, tu sais juste que l'examen n'est pas bon, c'est tout. Et donc, on repart de chez le médecin avec en tête le fait qu'il va peut-être m'arriver quelque chose, parce qu'effectivement, il y a un examen qui n'est pas bon, mais qu'on ne peut rien faire pour me soigner. Donc ça, c'est pas OK non plus. Dans ces cas-là, ces éléments de diagnostic-là, si vous n'avez pas d'action concrète à proposer, vous les gardez de côté et soyez intègre. Ce que vous présentez, vous savez que vous pouvez agir dessus. Sinon, c'est juste faire du mal, ou même si c'est vrai, en fait, c'est juste faire du mal à l'équipe. Voilà, je crois que je suis arrivé. Je ne pensais pas que j'arriverais à tenir, je m'étais dit, je n'arriverais pas à tenir mais en même temps, dans les 3/4 d'heure. Et certains m'ont dit, ça va un peu vite, oui. Et puis je sais qu'en plus, j'ai tendance à parler vite, donc j'espère que ça c'est resté compréhensible. De toute façon, je vous enverrai le replay et donc vous pourrez le regarder et l'entendre à tête reposée. Une fois de plus, vous avez sur notre site énormément de compléments que vous pourrez retrouver gratuitement. Notre école, c'est une école de coaching d'équipe, donc je vous en parle quand même 2 minutes avant de vous quitter, qui est là pour vous entraîner essentiellement. On estime que c'est un métier dans lequel il faut s'entraîner, plus que comprendre et lire, hein, parce que ça, chacun sait le faire. C'est une formation qui s'adapte au vivant, hein, c'est-à-dire qu'on travaille sur l'équipe, sur les équipes que nous avons en face de nous. Et puis, on n'est pas sur des modèles figés, c'est-à-dire que régulièrement, il y a des gens qui nous apportent aussi leur propre expérience et leur propre modèle, et c'est super intéressant parce que ça enrichit tout le monde. Et puis, on est dans une approche qui essaye de vous faire sortir un peu des sentiers battus, donc qui vous permet de créer en fait une différenciation, une vraie signature aussi personnelle de coach d'équipe, y compris dans votre approche commerciale. Et enfin, nous, ce qui compte, c'est qu'on vous donne des outils, on vous donne toute la boîte à outils, mais surtout, ce qui compte pour nous, c'est que ce que vous allez faire va générer un impact pour vous et ensuite donc pour vos clients. On a 4 formats. Une formation sur les fondamentaux coaching d'équipe, c'est 4 jours, on balaye tous les fondamentaux. On a un cycle expert qui se divise en 2, c'est soit distanciel, soit présentiel, qui est un cycle vraiment très complet dans lequel on vous donne toute la boîte à outils et on s'entraîne énormément à la posture. Et puis ensuite, on a une formation de perfectionnement à la posture qui est vraiment spécifique aux vibrations des 4 énergies. Donc, on rentre vraiment dans le détail du sujet terre, air, feu. C'est sur 4 jours aussi, une journée par énergie. Voilà. Et puis, si vous voulez prendre rendez-vous pour en savoir plus ou pour nous parler de vos projets, c'est un entretien gratuit qui ne vous engage vraiment à rien du tout. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas intéressé par nos formations et que vous avez simplement envie de nous parler de votre prochain coaching d'équipe, c'est OK pour nous aussi. Ou de vos projets, c'est OK aussi pour nous. Il suffit d'appuyer sur le bouton, cliquer ici en haut, ou de flasher le QR code, ou d'aller sur le site et de nous envoyer un petit message pour qu'on prenne rendez-vous avec vous. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura été utile, à défaut d'être totalement complet, et qu'on aura fait un petit voyage quand même autour de ce sujet du diagnostic. Je vous souhaite un bon appétit, une belle journée, une belle semaine, et puis au plaisir de rencontrer certains d'entre vous prochainement. À bientôt, prochaine conférence, en général, c'est le 3e ou le 4e, c'est le 22, ah oui, parce que ça sera exceptionnellement un mardi, le mardi 22 avril, et ce sera avec Paul, mon associé.